4 heures. Bon, allez. Donc, on a vu hier, je sais plus, oui, hier, on a vu les équations locales et la formulation globale, c'est-à-dire intégrale des lois de l'électromagnétisme, de l'équation de Maxwell. Donc, je vous rappelle d'abord la propriété globale. Donc, on a introduit la circulation et le flux à vecteur, enfin, d'un champ vectoriel. Donc, le flux de E à travers une surface fermée, ça c'est égal à le flux de E à travers une surface fermée. Alors Q intérieur sur epsilon 0, c'est-à-dire, donc ça c'est le théorème de Gauss, d'accord? Et si on écrit que Q c'est la somme triple de ρ des taux dans le volume, Q intérieur c'est vraiment la somme à l'intérieur du volume, alors en transformant ça par le théorème de Green-Ostrogatsky, on obtient la somme triple de la divergence de E sur des taux. Et donc en comparant les deux, on voit la version locale de cette équation qui est div de E égale ρ sur epsilon 0. Ça c'est la première. Enfin, l'ordre importe peu, c'en est une en tout cas. Et donc c'est le théorème de Gauss. Le flux du champ E à travers une surface fermée, c'est toujours égal à la charge à l'intérieur divisé par epsilon 0. On a démontré ça. Et puis on peut s'intéresser à la circulation de E le long d'une courbe fermée. Et là, toujours donc le long d'une courbe T. Quand on est en électrostatique, E égale moins gradient de V. Par conséquent, tout ça, c'est moins dV. Et donc, quand on somme, la somme de dV, c'est V de l'arrivée moins V du départ. Et comme on a une courbe fermée, ça fait 0. Donc, on a la circulation de E qui est nulle. Et ça se traduit par le fait que, donc si on transforme ça par le théorème de Stokes-Ampère, ça c'était Ostrogatsky qui nous donne ça, là on obtient rotationnel de E égale 0. Puisque la somme sur la surface rotationnelle de E, c'est nul. Donc voilà la deuxième équation. Maintenant on peut faire pareil pour le champ B. Si on s'intéresse au flux de B à travers une surface fermée, on a vu, on a montré que ce flux était toujours nul, quelle que soit la surface. On dit que B est un flux conservatif. Et pareil, en transformant ça par le théorème de Green-Ostrogatsky, ça nous montre que la somme triple de la divergence de B sur n'importe quel volume est nulle, et donc que la divergence de B est nulle partout dans l'espace. Et quand on regarde maintenant la circulation de B le long d'une courbe orientée fermée gamma, petite flèche comme ça, c'est pas forcément standardisé comme notation, mais c'est bien pour vous rappeler que la courbe ici doit être orientée, eh bien on obtient, on l'avait vu, le théorème d'Ampère, c'est-à-dire ceci est égal à mu0 fois I qui traverse une surface sigma construite, c'est-à-dire qui s'appuie sur la courbe gamma et orientée en conformité avec elle. D'accord? Et donc maintenant, si on transforme ça avec le théorème de Stokes-Ampère en somme double de rotationnel de B scalaire ds, et ça, simplement en disant que l'intensité, c'est simplement le flux du vecteur densité de courant à travers la même surface. Donc ici, on va avoir tout ça, c'est somme double de B scalaire ds. Et donc, quand on compare les deux, on obtient que le rotationnel de B
est égal à mu0j. Donc, voici 4 expressions intégrales. Ces deux-là ont un... Alors, ces deux-là, la circulation de E est nulle, le flux de B à travers une surface fermée est nul, et ça s'appelle le théorème de Gauss, ça s'appelle le théorème d'Ampère. Et ces 4 choses sont équivalentes à 4 équations locales qui indiquent, enfin, qui donnent des relations entre les dérivées par rapport aux dérivées spatiales des champs E et B en chaque point. Et donc ça, ce sont les équations de Maxwell, les 4 équations de Maxwell en version, en version stationnaire, sachant que celle-ci et celle-ci vont varier quand on va rajouter des phénomènes dépendants du temps. On ajoutera ici, en fait, bon, on le verra, moins dB sur dt, et puis là, epsilon 0, dE sur dt, on verra ça, enfin, mu0 epsilon 0, dE sur dt, on verra ça tranquille. La première aussi, elle change. La première ne change pas. Non, c'est pas égal à ρ sur epsilon 0 moins dA sur dt. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, vous confondez avec le... C'est E qui n'est plus moins gradient de V. Ah d'accord, oui. Qui est plus dA sur dt. Ok, donc ça, il faut vraiment que vous ayez bien ce panorama en tête, les équations locales et les théorèmes intégraux, je sais pas, qu'on a ici. Bien. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, plusieurs choses, j'espère. Je voudrais parler des dipôles, au moins les dipôles électriques, enfin électrostatiques, et puis je veux parler des symétries, de façon à pouvoir utiliser le théorème de Gauss et le théorème d'Ampère sur des cas concrets, parce que ça fait partie des choses classiques. Donc, je vais parler un peu de symétrie. Je ne réécris pas Biot et Savart et Coulomb, etc. Vous avez aussi, j'espère, en tête cette symétrie, entre guillemets, entre E et B, la façon dont E est lié aux charges et la façon dont B est lié au courant, avec un produit vectoriel qui change tout du point de vue des symétries et dont on va voir tout de suite les conséquences dans des situations concrètes. Mais d'abord, de manière générale, avec l'exploitation du principe de Curie. Alors, donc ça s'appelle on appelle ça principe de Curie. C'est un principe très général qui dit, je vais le dire comme ça, qui dit que les conséquences, ou les effets, on va dire, les effets ont les mêmes symétries que les causes. Et en l'occurrence, les causes des champs, c'est les charges. Alors, la cause du champ E, c'est les charges. La cause du champ B, c'est les courants. Et donc, si vous avez une distribution de charge qui a une certaine symétrie, eh bien, le champ produit par cette distribution de charge aura la même symétrie que la distribution de charge elle-même. Pareil pour le champ B, qui aura la même symétrie que les courants associés, avec la petite subtilité qui est que le champ E est un champ vectoriel, donc le E en un point M est un vecteur, mais que B en un point M n'est pas un vecteur, c'est un pseudo-vecteur. On dit aussi parfois vecteur axial. Et pour bien le distinguer, parfois les gens font ça, ils écrivent une flèche courbe comme ça sur B, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Bon, oublions, enfin, c'est un peu un truc pour s'en rappeler. C'est un pseudo-vecteur, on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Sur un exemple, ici, alors imaginez que vous ayez... Alors, on va considérer... une distribution de charge. Je vais commencer par le champ E.
imaginez que vous ayez une distribution de charge qui soit symétrique par rapport à un plan. Vous avez Q1, Q2, et puis voilà un plan de symétrie. Et puis là, une distribution avec ρ. D'ailleurs, là c'est discret, là c'est continu, certains ρ dans l'espace. Et puis vous avez ici une autre, enfin la distribution est symétrique par rapport au plan. Comment ça marche comme ça? Je sais pas si c'est... Ouais. Voilà. On a une distribution symétrique. Eh bien, si je m'interroge sur le champ E en ce point-là, par exemple. Voilà un point M. J'ai E de M. Alors, je ne sais pas comment va être E de M. Il va avoir une certaine direction. Je n'ai pas dit si ça c'était positif, négatif, j'en sais rien. Allez, mettons que E soit comme ça. Voilà. Voilà le champ E de M. Si je vous demande quel est le champ ici, je pense qu'il vous paraîtra naturel que le champ ici, il est comme ça. C'est-à-dire symétrique. Donc en M, vous avez E de M. Et si vous avez M', je vais le noter comme ça, qui est le symétrique de M, alors vous avez E en M', qui est simplement le symétrique de E en M. Ça vous paraît naturel, ça, je pense. Simplement parce que c'est la même situation. Alors, une autre façon de le voir, c'est de se dire qu'on regarde, c'est de se dire qu'on n'a qu'une moitié et qu'on la regarde dans un miroir. C'est un truc intéressant. Je refais la distribution, puis là vous mettez un miroir. En ce point-là, vous avez le champ E. Et si vous regardez ça dans un miroir, bah vous avez Q2 qui va être là, vous avez Q1 qui va être là, enfin, son image va être là, puis ρ va être comme ça, là. Et puis le champ E, vu dans le miroir, il va, au point symétrique, il va effectivement... voilà. Si là vous avez un vrai petit vecteur, bah, son image dans le miroir, ça va être ce petit vecteur. Donc on a une symétrie de la structure du champ qui reflète la symétrie de la distribution de charge. Alors ça a une conséquence, c'est que pour tous les points qui sont sur le plan de symétrique, donc ça ne nous dit rien de ce que vaut le champ ici. Par contre, si on a le champ ici, alors on sait que le champ ici, ce sera son symétrique. Maintenant, prenons un point qui est sur le plan de symétrie, ou sur le miroir ici, mais prenons un point, voilà, ici, sur le plan de symétrie de la distribution de charge. Je l'appelle I, ce point. Eh bien, cette propriété de symétrie permet de dire que le champ E est nécessairement dans ce plan, puisque le symétrique de I, c'est I lui-même. Donc le champ en I, cette même propriété, nous dit que le champ au point I est égal au symétrique du champ au point I, puisqu'il est son propre conjugué. La seule façon que le vecteur champ au point I soit égal à son symétrique, c'est qu'en fait le champ soit dans le plan. Alors dans le plan, il y a deux dimensions. Mais en tout cas, il ne peut pas avoir une composante orthogonale au plan. S'il y avait une petite composante orthogonale au plan, donc une composante parallèle et une composante orthogonale, le symétrique aurait la composante orthogonale opposée, et donc il ne pourrait pas être égal à son propre symétrique. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Donc, si vous avez un plan de symétrie dans une distribution de charge, vous êtes sûr que pour tous les points de ce plan, le champ est dans le plan.
Il n'a pas de composante orthogonale. Ok? Maintenant, imaginons qu'on ait un plan d'antisymétrie. Donc, je vais écrire la conclusion ici. Si M appartient, alors je vais le noter comme ça, P sim, j'appelle ça, je note P sim pour dire plan de symétrie. Si M appartient à un plan de symétrie, alors E de M appartient à ce plan de symétrie aussi. Considérons maintenant un plan d'antisymétrie. Qu'est-ce qu'un plan d'antisymétrie? Je vais reprendre la même distribution à gauche, Q1, Q2, ρ. Plan d'antisymétrie, ça veut dire que c'est symétrique au signe près. C'est-à-dire que c'est l'opposé du symétrique. C'est-à-dire que ici, je vais avoir moins Q2 là. Je vais avoir moins Q1 à la position symétrique de là où j'avais Q1. Et je vais avoir ici, donc, bref, moins ρ, distribution continue. Enfin, exactement la même, juste au signe près. D'accord? Alors, si j'ai le champ au point M, je vais refaire ce champ-là comme ça. Si j'ai un certain champ au point M, que vaut le champ en M' symétrique de M? En fait, il va être égal. Alors, chaque charge, si une charge crée un champ E, la charge moins Q crée un champ moins E. Le champ créé par une charge, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R2 UR. Si vous changez Q en moins Q, ça change le champ en moins le champ. Par conséquent, si vous passez de la situation avec des charges d'un certain signe à la situation avec des charges opposées, le champ créé va être exactement l'opposé du champ initial. Donc là, vous allez avoir pour le champ en M', non pas juste le symétrique du champ, comme c'était le cas là, mais moins le symétrique du champ. Donc le symétrique de ce champ-là, ce serait ça. D'accord? Mais en fait, c'est moins le symétrique du champ, donc vous allez avoir ça. Donc on va dire que E de M' égale moins le symétrique de E de M. D'accord? Alors appliquons ça maintenant pour les points qui sont sur le plan d'antisymétrie. Ça c'est un plan d'antisymétrie, vous avez compris, hein, c'est symétrique mais avec un signe moins. Donc si I appartient au plan d'antisyme, je note pi antisyme, je prends un point I là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, I est son propre symétrique, ça veut dire que le champ en I doit être égal à moins son propre symétrique. D'accord? Supposons que le champ en I est une composante le long du plan. C'est-à-dire qu'il y a une composante orthogonale au plan, mettons, supposons qu'il soit comme ça, le champ au point I. Il y a une composante orthogonale au plan, celle-ci. Et puis il y a une composante parallèle au plan, celle-ci. Ça peut être à 2D, le plan, mais bon, d'accord. Moins son symétrique, ce serait quoi? Eh bien, le symétrique de la composante parallèle, c'est elle-même. Donc, E' serait elle-même. Par contre, le symétrique de la composante orthogonale, c'est son opposé. Et si maintenant je prends moins le symétrique, la partie tangentielle va donc se transformer en moins elle-même. Et la partie orthogonale, son symétrique, ça fait moins elle-même. Et si je prends moins le symétrique, ça redonne elle-même. D'accord ?
Or, ce que je veux, c'est que, effectivement, le champ E soit égal à moins son symétrique pour tous les plans du plan d'antisymétrie. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une composante parallèle au champ. La composante parallèle au plan. La composante parallèle au plan d'antisymétrie doit être nulle, sinon, parce que le champ au point I, il vaut le champ au point I. I est son propre symétrique. Donc, à la fois, le champ au point I, il vaut E de I, et en même temps, on a dit qu'il valait moins son symétrique. Donc, on veut E de I qui vaut moins le symétrique de E de I. La seule façon, c'est que la composante parallèle soit nulle. Vous le voyez, ça? Ou il faut que je l'explicite encore? C'est bon? Si vous avez, je vais prendre un point J, si vous avez E qui est effectivement orthogonal, E au point J qui est orthogonal au plan, il est égal, ce champ est égal à moins son symétrique, puisque son symétrique c'est ça, et moins son symétrique c'est bien lui-même. Si jamais il y avait une composante comme ça, son symétrique ce serait ça, et moins son symétrique, ce serait ça. Donc ce ne serait pas possible. Bref, tout ça pour dire que quand vous avez un point, le champ en un point d'un plan de symétrie est égal, est parallèle au plan, mais le champ en tout point d'un plan d'antisymétrie est orthogonal au plan. Je vais l'écrire comme ceci. Je vais le mettre là. Si M appartient à un plan d'antisymétrie, E de M est orthogonal au plan d'antisymétrie. Voilà, pas grand-chose, mais voilà deux résultats qu'on vient d'obtenir qui sont très importants. Parce que si vous avez des distributions de charges symétriques ou antisymétriques, vous pouvez déterminer sur ce plan quelle est la direction du champ. Alors on va faire pareil pour le champ B, mais pour ça, on va avant de le faire, on va noter que le champ B n'est pas un vecteur, c'est-à-dire que quand vous le regardez dans un miroir, il ne se transforme pas en son symétrique, mais en moins son symétrique. À cause du produit vectoriel. Prenons un exemple très simple. Donc je prends à nouveau un miroir. Et puis je prends deux vecteurs. Je vais essayer de représenter ça dans un plan. Je vais faire A. J'essaie de faire un peu la 3D. A, B, orthogonaux comme ça. Et je vais écrire le vecteur C qui vaut A vectoriel B. D'accord? Donc A vectoriel B, ça fait C. Et maintenant, je prends le symétrique. Je le regarde dans le miroir. Je prends le symétrique de la situation. Donc, A se transforme en moins A. En tout cas, en symétrique de A. Ici, tel que je l'ai pris là, il se transforme en moins A. B se transforme, alors il était parallèle au plan. Donc le plan est comme ceci, je ne sais pas si vous le voyez en 3D comme je tente de le représenter, d'accord? B est parallèle au plan, A est orthogonal au plan, donc A se transforme en moins A, B se transforme en B, parallèle au plan, d'accord? Alors je vais l'appeler A', et maintenant je voudrais former A' vectoriel B'. Et A' vectoriel B', c'est vers le bas. C' n'est pas du... Donc le produit vectoriel du symétrique de A et du symétrique de B, ce n'est pas le symétrique du produit vectoriel de A et B. C'est moins le symétrique du produit vectoriel de A et B. Tout simplement parce que la droite devient la gauche. Et quand on fait le produit vectoriel, la convention, c'est l'orientation directe du trièdre. Si vous prenez la main gauche et prendre la main droite, ça donne exactement l'opposé. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc quand vous avez une situation où vous avez une symétrie comme ça par rapport à un plan, les vecteurs se transforment en leur symétrique,
Mais les pseudo-vecteurs, ceux qui sont issus de produits vectoriels, se transforment en moins leur symétrique. Et B est un pseudo-vecteur, je l'ai déjà évoqué. Si vous regardez par exemple la formule de Biot et Savart, vous avez mu0 sur 4pi, I, dl vectoriel PM sur PM cube. Voilà, par exemple. dl est un vrai vecteur, c'est un vecteur spatial, on ne peut pas faire mieux. PM aussi, c'est un vrai vecteur. Et donc, B, c'est le produit scalaire c'est le produit vectoriel de deux vecteurs vrais. Donc maintenant, si vous regardez la situation symétrique, dl va se transformer en son symétrique, PM en son symétrique, et donc B en moins son symétrique. Donc le champ B, par un plan de symétrie, se transforme en moins son symétrique. Alors du coup, si on prend maintenant une distribution de courant qui est symétrique, alors allons-y, donc je prends une distribution de courant, par exemple un fil comme ça infini, et puis je vais prendre une boucle comme ça. Voilà une certaine distribution de courant, I1, I2, et puis j'introduis un plan de symétrie, et je mets la situation de courant symétrique. Alors, courant symétrique, ça veut dire que donc, je la regarde dans un miroir, du coup ça tourne dans l'autre sens ici, c'est le même courant mais qui tourne dans l'autre sens, et par contre, enfin voilà, là, pour celui-là, par contre celui-là il va bien dans le même sens. Donc voilà un plan de symétrie de la distribution de courant. Donc si j'ai B quelque part, en ce point-là, en point M, comment est le champ B au point symétrique de M? Alors symétrique de M c'est celui-là. Eh bien le champ B ne va pas être égal au symétrique de B comme si c'était un vrai vecteur. Il va être égal à moins le symétrique de B, qui va être comme ceci. En M' égale sim de M. Je vais avoir B de M' qui vaut moins le symétrique de B de M. OK? Alors, bon, ça c'est la propriété générale du champ. Maintenant, si on se place précisément sur un point qui est dans le plan de symétrie, donc je regarde le point I ici dans le plan de symétrie, alors, puisque I est son propre symétrique, le champ en ce point-là doit être égal à moins son propre symétrique. Et ça nous dit que B va être nécessairement orthogonal au plan ici, parce que s'il y avait une petite composante parallèle au plan, alors son symétrique ce serait lui-même, enfin le symétrique de cette composante c'est lui-même, et donc moins ce symétrique ce serait moins lui-même. Et donc moins lui-même ne peut pas être égal à lui-même, sauf si ça vaut 0. Donc la seule façon pour qu'on ait à la fois B qui vaut moins son symétrique et qui vaut en même temps lui-même, puisque M' et M sont le même point ici, on veut que ce soit moins son symétrique et en même temps égal à lui-même, la seule façon c'est que la composante le long du plan soit nulle. Et par conséquent, B est orthogonal au plan de symétrie. Je vais l'écrire ici. Si M appartient à un plan de symétrie de la distribution de courant, alors B de M est orthogonal à ce plan. Voilà, il reste le dernier cas, un plan d'antisymétrie pour le champ B. Alors, plan d'antisymétrie, ça veut dire que la distribution de courant est renversée par rapport au symétrique.
Pour les charges, c'est la même, mais avec les charges moins. Et là, c'est la même avec le courant moins. I se transforme en moins I. Donc, par exemple, si je garde la même partie à gauche, voilà, l'antisymétrie, ça ferait ça. D'accord? Donc ici, le plan médian là est un plan d'antisymétrie. Et de la même façon, donc le champ en un point symétrique M' doit être égal. Alors, si c'était symétrique, ce serait moins le symétrique du champ, mais comme la distribution de courant a été inversée, un courant moins I produit moins le champ que produit le courant I, donc c'est moins. Donc en fait, là, le champ ici doit être égal à plus le symétrique. Donc B en M', c'est le symétrique du champ B en M. Et de la même façon que tout à l'heure, si je prends maintenant un point qui est sur le plan d'antisymétrie, alors la seule façon d'avoir le champ B au point I égal à son symétrique, c'est qu'il soit dans le plan. S'il y a une composante orthogonale au plan, alors son symétrique sera opposé à cette composante. Donc la composante orthogonale au plan doit être nulle, et par conséquent, si M appartient à un plan d'antisymétrie pour la distribution de courant, alors B appartient au plan ou est parallèle au plan, je ne sais pas comment je l'avais évoqué, au plan d'antisymétrie. OK? Alors les pseudo-vecteurs, comme je l'avais rappelé la dernière fois, on en a déjà vu, hein, le vecteur rotation est un pseudo-vecteur. Si vous avez un disque qui tourne, comme ceci, vous regardez dans un miroir, si vous prenez la situation symétrique, eh bien là vous voyez que ça tourne, donc là, voilà, je mets le vecteur rotation comme ceci. Donc ça tourne là en passant par devant, donc la situation symétrique elle fait ça, et vous voyez que le vecteur rotation du disque image là, du disque symétrique ou du disque vu dans le miroir, eh bien il n'est pas égal au symétrique de oméga, mais à moins son symétrique. Si vous avez un disque qui tourne comme ceci, je vais le faire tourner autour de l'axe, je sais pas, comme ça. Donc, s'il tourne comme ça, le vecteur oméga est comme ceci. Son symétrique, eh bien, tourne dans le même sens, autour de l'axe. Et donc, oméga, eh bien, là, oméga, c'est le même, c'est donc bien moins son symétrique. Oméga est un pseudo-vecteur. Pareil pour le moment cinétique, enfin tout ce qui est le produit vectoriel de deux vrais vecteurs, c'est un pseudo-vecteur. Ok? Alors maintenant on va appliquer ça à des situations simples. Pour appliquer le théorème de Gauss et le théorème d'Ampère dans des cas classiques. Alors on va peut-être commencer par une sphère chargée. Sphère de rayon R, on la charge en surface ou en volume? On va faire les deux. On va faire les deux. Alors en surface, pour commencer. Allez, sigma, sphère de rayon R, densité de surfacique de charge sigma. Bon, ok, densité surfacique. Question, que vaut le champ partout dans l'espace? En n'importe quel point M de l'espace.
Hmm. Ça dépend si on est à l'intérieur. Oui, alors effectivement, ça va pas être pareil si on est dedans ou dehors. Mais alors, quand on a une situation qui présente des symétries comme ça, tout de suite on pense à appliquer le théorème de Gauss. On va exploiter les symétries. Donc il faut commencer par repérer les symétries pour savoir dans quelle direction va être le champ E. Alors si je me prends, allez, on va commencer dehors, si je me place en un point M, quelque part ici à une distance petit r du centre de la sphère, qu'est-ce que je peux dire de la direction du champ E en ce point M? Alors c'est radial, et comment vous allez le justifier? Parce que c'est la distribution et la symétrie sphérique. Oui, mais... C'est invariant suivant θ et phi. Oui, en même temps, si je me mets ici, bah justement, le champ E, il ne va pas avoir la même direction. Donc c'est invariant, il faut faire attention comment on le formule. Parce que la distribution de charge est invariante par rotation, mais pas le champ E. Le champ E ici, au contraire, il faut qu'il suive la rotation, justement. Il n'est pas invariant. Sinon, ce serait, si c'était le même partout... Le fait que ce soit invariant, c'est juste qu'il ne dépendra pas de θ. Exactement. Alors, ça ne va pas dépendre ni de θ ni de phi, parce que la distribution de charge ne dépend pas de θ et de phi. Donc, E qui, a priori, dépend de R, θ, phi, en fait, par symétrie sphérique globale de la distribution de charge ne dépend pas de θ et de phi, donc E non plus. Donc, sa norme ne dépend pas de θ et de phi. Par contre, sa direction, elle en dépend. On a tous l'intuition que ça va être radial. Alors, comment on va exploiter les propriétés de symétrie dont j'ai parlé avant pour justifier que le champ est radial? On a vu que si on trouvait un plan de symétrie, alors pour tous les points de ce plan, le champ E était dans ce plan. On a une infinité de plans de symétrie là. On a une infinité de plans de symétrie. Tous les plans qui contiennent, enfin tous les diamètres de la sphère sont des plans de symétrie de la distribution de charge. Donc tous les plans qui contiennent le centre de la sphère et le point M, il y en a une infinité, hein, tous ceux en tournant comme ça. Tous ces plans sont des plans qui coupent la sphère en deux parties égales, symétriques de part et d'autre. Et par conséquent, tous ces plans sont des plans de symétrie. Donc le champ E appartient à tous ces plans. Et donc il est radial. Parce que l'intersection de tous ces plans diamétraux qui passent par O et par M, c'est précisément le rayon. Ouais, d'accord? Donc, E appartient au plan de symétrie, et les plans de symétrie, en l'occurrence, c'est tous les plans diamétraux je ne sais pas si on dit un plan diamétral ou équatorial, peut-être plutôt équatorial. Bon, enfin, on s'est compris. Donc contenant O et M. En fait, tous les plans qui contiennent O et M sont des plans de symétrie. Et donc E appartient à tous les plans qui contiennent O et M, et donc E appartient à la droite OM. E est parallèle à OM, c'est-à-dire UR. Enfin, RUR en l'occurrence. Donc la direction c'est UR. Ok? Alors maintenant qu'on sait ça, eh bien on sait en fait que E au point M, ça ne dépend que de R, et c'est suivant UR. Donc voilà, les symétries nous permettent déjà d'écrire ça. Et maintenant, on va appliquer le théorème de Gauss pour déterminer cette fonction E de R. Alors, je vous rappelle le théorème de Gauss qui nous dit que le flux de E sortant d'une surface fermée quelconque est égal à la charge intérieure à cette
cette surface, dans le volume délimité par cette surface, divisé par epsilon 0. Alors on peut choisir n'importe quelle surface sigma, ce sera toujours vrai. Ça c'est vrai quoi qu'il arrive. On va essayer de trouver une surface sigma qui est astucieuse, qui va nous permettre qui va exploiter justement les symétries du problème. Et ce qu'on voit, c'est que E sera le même dès lors que R est le même. Alors, les surfaces à R constant, c'est les sphères, centrées sur O. Donc on va prendre comme surface de Gauss la sphère de rayon R centrée sur O. De rayon petit r. Centré sur O, enfin centré sur le centre de la sphère chargée. Et du coup, ça devient très simple, puisqu'on va avoir somme sur la sphère en question, de centre O et de rayon R, j'ai pris comme ça, si vous voulez, de E de R UR scalaire ds égale à Q intérieur sur epsilon 0. Mais E de R sur la sphère est constant, puisque R est constant, donc je peux le sortir, c'était l'intérêt de choisir cette surface-là. Et donc on a E de R, somme double de UR scalaire ds sur toute la sphère, de centre O et de rayon R, égale Q intérieur sur epsilon 0. Et ça, c'est quoi? C'est simplement un ds, c'est le vecteur surface dans la direction UR, justement, dans la direction orthogonale à la surface. Donc ça fait ds. Ça, c'est ds. Donc ds sur toute la sphère, ça fait 4πr2. Le tour est joué. Donc on a E de R fois 4πr2 qui vaut Q intérieur sur epsilon 0. Et vous voyez qu'on traite du coup, on traite automatiquement le cas où on est à l'extérieur de la sphère ou le cas où on est à l'intérieur. Si on est à l'extérieur, alors Q intérieur, c'est la charge totale de la sphère. Et si on est à l'intérieur, ça fait 0. Donc je vais le mettre là. Et on a terminé. Donc si R est plus grand, je vais appeler grand R, je l'ai déjà appelé grand R le rayon de la sphère. Si R est plus grand que grand R, alors on a E de R qui vaut grand Q sur 4π epsilon 0 R2, où grand Q est la charge totale qu'il y a sur la sphère, c'est-à-dire 4π R2 sigma, 4π grand R2, pardon, sigma. Et donc, si je remets les vecteurs, j'ai ça. Voilà. Donc, le champ à l'extérieur de la sphère, vous voyez, c'est magique, c'est le même champ que celui qui serait créé par une charge Q totale, la charge totale sur la sphère, qui serait située au point O. C'est ce qu'on ressent en gravitation. Exactement, c'est ça qui permet de dire que quand on est sur Terre et qu'on subit la force de pesanteur, tout se passe comme s'il y avait toute la masse de la Terre au centre de la Terre. C'est exactement le théorème de Gauss s'applique à la gravitation, parce que c'est la même loi, hein, la loi de Coulomb en 1 sur R2 est la même que la loi de gravitation. Donc quand on est à la surface de la Terre, en fait on est attiré, j'en avais parlé en mécanique, on est attiré de façon diverse par tous les points de la Terre. Chaque petit élément de volume a une masse qui nous attire dans une direction spécifique, avec une intensité qui dépend de la distance au carré. Mais quand on fait le bilan de tout ça, magiquement, tout se passe comme s'il y avait juste un point au centre de la Terre qui avait la masse totale de toute la Terre. Dès lors qu'on a la symétrie sphérique. Parce que c'est parce qu'on a la symétrie sphérique qu'on peut appliquer le théorème de Gauss. De cette façon-là. Enfin, le théorème de Gauss, on peut l'appliquer tout le temps, mais il devient simple, c'est-à-dire qu'on peut sortir le E de R ici de l'intégrale quand ça ne dépend que de R, justement. Enfin, du coup, on se met sur une surface à R constant, et du coup, ce truc-là sort, et ça devient trivial. Voilà, donc, le champ à l'extérieur est le même que s'il y avait la charge grand Q au centre. Je change grand Q valant ça. Et maintenant, que vaut le champ à l'intérieur?
Eh bien 0. Tout simplement, si R est plus petit que grand R, la charge intérieure à la sphère de Gauss est nulle. On se met là. Et donc, E de R fois 4 pi R2 vaut 0, et donc E de R égale 0. Voilà. Alors si E est nul, ça veut dire que le potentiel est constant. D'accord ? Puisque E c'est moins gradient de V. Si V n'était pas constant, son gradient ne serait pas nul. Donc ça veut dire que V égale constante. Et alors que vaut V ? Que vaut le potentiel V ? Alors, puisqu'il est constant, il est égal à ce qu'il vaut au centre. Or, le potentiel au centre, il est très facile à calculer. Ouais. Alors non, il n'est pas infini. Alors, c'est toujours défini à une constante près, mais on va le supposer nul à l'infini. Hein, d'accord ? Supposons que D'ailleurs, on le voit, hein, à l'extérieur de la sphère, le champ vaut ça. Donc, c'est le même champ que ce qui serait créé par une charge ponctuelle Q au point O. Donc le potentiel va être aussi le même potentiel que ce que créerait une charge ponctuelle Q en haut. Donc je peux écrire le potentiel de R, ça va être égal à quoi? Le potentiel créé par une charge, Q sur 4pi epsilon 0 R. Voilà. Alors plus constante, mais je prends la constante de façon qu'à l'infini ce soit 0. Donc à faire, puisque je peux, je le fais. Et de toute façon, vous pouvez vérifier bien sûr que E égale moins gradient de ce V-là. Donc ça fonctionne. Maintenant, à l'intérieur, comment on va calculer le potentiel à l'intérieur? On sait qu'il est constant, mais il vaut quoi? Alors si on sait déjà des choses, on peut dire qu'il va valoir ce qu'il vaut à la surface parce que le potentiel V est continu. Mais je préfère calculer explicitement V et on va voir que c'est continu et on se souviendra que c'est toujours continu quand on traverse une surface. Par contre, le champ E n'est pas continu, comme vous le voyez. Il y a une discontinuité du champ E à travers une surface. Ça, on l'a déjà vu. On va vérifier que ça vaut bien ce que ça doit valoir. Soit dit en passant. En tout cas, pour l'instant, calculons le potentiel au point O. Eh bien, le potentiel créé par une charge Q, ça crée un potentiel Q sur 4pi epsilon 0 R, où R est la distance à la charge. Mais si vous êtes au centre ici, ce petit bout de surface crée un certain potentiel, ce petit bout un certain potentiel, il faut sommer, il va falloir sommer donc le V, ça en version distribution surfacique de charge, on l'a écrit le premier jour. Ça, c'est égal en fait à somme double de sigma ds, ça c'est le dq, un petit élément de surface ds, sur 4pi epsilon 0 r. Mais quand on regarde le potentiel, ça c'est vrai, où r est la distance entre le point qu'on regarde et le point où on prend la surface. Mais si on se place au centre, le potentiel au point O, s'écrit de cette façon-là, avec pour petit r, grand R. Quel que soit le point sur la surface, la distance au centre est la même, c'est grand R. Donc en fait, ça va être la somme double de sigma ds sur 4pi epsilon 0 grand R, qu'on peut du coup sortir de l'intégrale, surface sur toute la sphère, somme sur toute la sphère. Et donc ça fait 1 sur 4pi epsilon 0 grand R, somme double de sigma ds sur toute la sphère, c'est-à-dire grand Q, là. Ou sigma fois 4pi R2, si vous voulez. Donc on obtient, en fait, le potentiel au centre de la sphère, c'est grand Q sur 4pi epsilon 0 grand R. Et effectivement, il se trouve que c'est le même potentiel que celui qu'on obtient par la formule qui donne le potentiel à l'extérieur en se mettant petit r égale grand R. Donc le potentiel est bien continu. Si je représente en fonction de R le potentiel V, j'ai
ici Q sur 4pi epsilon 0 grand R, constant jusqu'à petit r égale grand R, et ensuite j'ai une décroissance en 1 sur R standard jusqu'à l'infini. Enfin, jusqu'à 0 à l'infini. Maintenant, si la charge était vraiment ponctuelle, bien sûr, ça continuerait en 1 sur R comme ça jusqu'à 0. OK? Donc voilà la forme de V. Quant au champ E, ben, on l'a ici. C'est le gradient de ça. Donc le potentiel est le même partout, à l'intérieur, et le champ est nul. Alors regardons maintenant la discontinuité du champ E. Oui. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le potentiel en haut, quand on compile le potentiel en haut, R vaut grand R. Bah parce que pour tous les points de la surface, le point O est à la distance grand R du point considéré. Ouais. Là, on se balade, ça c'est une somme sur la surface, sur la sphère. Le centre haut de rayon grand R, donc... OK. Alors, oui, c'est beaucoup plus facile de calculer en haut que de calculer n'importe où ailleurs, parce que justement, ailleurs, bah, suivant l'élément de surface considéré, la distance ne sera pas le même, il faut faire la somme, c'est compliqué. Mais vu qu'on sait déjà, puisque E est nul, que V est constant, bah, on le calcule là où c'est facile, au centre. Et il s'avère que V au point O, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R. Et donc, on a continuité de V, puisque c'est aussi la valeur qu'on obtient en R égale grand R, à partir de cette formule-là. Alors donc, la discontinuité de E à la traversée de la surface, bah, il suffit de regarder. Je vais m'en mettre en E, quelque part ici, en grand R plus epsilon, et puis en grand R moins epsilon. Alors, E en grand R plus epsilon θ phi moins E en grand R moins epsilon θ phi, donc juste de part et d'autre de la surface, suivant un rayon. Alors à l'intérieur, ça vaut 0, je l'ai écrit formellement, mais enfin, ça c'est 0. Et du coup, la discontinuité, c'est simplement le champ qui a juste à l'extérieur de la surface, qui vaut Q sur 4pi epsilon 0 grand R, UR. Et maintenant, si on réécrit Q... oui, merci, grand R2. Maintenant, si on réécrit grand Q comme 4pi R2 sigma, par définition de sigma, on voit que ceci n'est rien d'autre que sigma sur epsilon 0, UR, qui est en fait U orthogonal ici. Et là, on retrouve la formule générale que j'avais annoncé l'autre jour, le delta E, là, la discontinuité de E, à travers une surface uniformément chargée, c'est sigma sur epsilon 0 UR. On l'avait vu avec le plan, quand on a calculé le champ sur le plan. Là, vous voyez que ce n'est pas un plan, c'est une sphère, mais c'est exactement pareil. Et en fait, ce sera pareil à travers n'importe quelle surface uniformément chargée. Et c'est en fait une conséquence du théorème de Gauss lui-même. Donc on va peut-être le faire tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que ça c'est en fait complètement général. À partir du théorème de Gauss. C'est pas un peu hors programme. Hein? C'est pas un peu hors programme. Bon, c'est une application du théorème de Gauss, donc non, c'est pas hors programme. Ça prend 2 secondes. Hein. En fait, c'est bon, je peux effacer, hein, vous l'avez? Donc retenez bien ça. Le potentiel est continu à la traversée d'une surface, mais pas le champ.
Alors bien sûr, dans la nature, le champ il va être continu, mais il va varier très vite sur l'épaisseur très petite où il y a des charges. Donc dès lors qu'on modélise la distribution de charge en disant qu'elle est d'épaisseur nulle, alors il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une discontinuité qui soit introduite, c'est nous qui la mettons à la main. Donc, distribution de charge, ça fait une discontinuité. Montrons ça. Supposons qu'on ait un plan comme ça uniformément chargé. Eh bien, on va appliquer le théorème de Gauss sur une petite surface, sur une surface fermée, juste de part et d'autre du plan uniformément, enfin pas forcément uniformément, enfin localement, il y a un certain sigma, donc le champ est chargé, le plan est chargé avec une densité de surface sigma en ce point-là, sigma de R. Et si on applique le théorème de Gauss au voisinage de la surface, eh bien, on va pouvoir écrire que la somme double sur une surface fermée, j'ai pris un petit cylindre ici, d'épaisseur epsilon, la somme double sur la surface de E scalaire ds, c'est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Ça, c'est le théorème de Gauss. Il n'y a rien à en faire. Enfin, il n'y a rien à y faire, c'est comme ça. Or, la charge intérieure, si j'appelle... Si ds est justement... Enfin, je vais l'appeler, je sais pas, je vais appeler ds la surface, ouais, non, je vais peut-être écrire ça, d sigma si vous voulez. J'appelle ds la surface, la petite surface ici autour du point. Là. Enfin, donc c'est un cylindre, hein, donc c'est la surface délimitée, là, la partie chargée rouge, et puis c'est la même surface au-dessus et c'est la même surface en dessous. Hein. Donc Q intérieur ici, ça va simplement être sigma ds sur epsilon 0. Et que vaut le flux sortant ici ? Eh bien, il vaut E plus dans la partie en haut ici fois ds. Scalaire ds. Ça, c'est, si vous voulez, je décompose l'intégrale sur, il y a ce qui sort d'ici, ce qui sort de là et ce qui sort sur la partie latérale. Là, ce qui sort du haut, ça va être E plus scalaire ds. Ce qui sort du bas, c'est moins ce qui rentre. Donc moins E moins, je note E moins pour le champ en dessous, scalaire ds. Et sur la partie, sur le tour, on a une surface qui peut être aussi petite qu'on veut quand epsilon tend vers 0. Donc plus un truc qui tend vers 0. Je le note comme ça. Je prends la surface que je veux ici. Donc je prends un petit cylindre d'épaisseur epsilon et je vais faire tendre epsilon 0. Ça vaut quelque chose hein, qui va être proportionnel à epsilon. Et à la fin, je le fais tendre vers 0 et l'affaire est réglée. Donc vous voyez finalement que j'ai la discontinuité, j'ai E plus moins E moins scalaire ds, donc le long de la perpendiculaire, qui est égal à sigma sur epsilon 0 fois ds, c'est le même ds. Et donc ceci vous montre que E plus moins E moins, de part et d'autre de la surface, c'est égal à sigma sur epsilon 0, U orthogonal, c'est-à-dire le long de la surface, c'est U ds. Bon, je l'ai fait un peu vite, mais pour vous montrer qu'en fait, le théorème de Gauss nous permet de montrer que la discontinuité du champ à travers une surface, à travers un plan chargé en surface, d'épaisseur nulle, c'est sigma sur epsilon 0, U orthogonal. On l'a vu explicitement dans le cas du plan, on l'a vu explicitement dans le cas de la sphère, mais en fait, le même théorème de Gauss nous permet de montrer que c'est vrai de façon universelle. Alors ça ne dit rien sur ce que vaut le champ, ça nous dit juste que le champ juste au-dessus moins le champ juste en dessous, ça vaut sigma sur epsilon 0, U orthogonal à la surface. Ok ?
Bien. On peut faire la sphère uniformément chargée. Oui, enfin la sphère chargée en volume maintenant, si vous voulez. Ça ne va pas changer grand-chose. Allez, on va aller très vite. J'efface tout ça. Alors, exercice 2. Sphère de rayon R. Uniformément chargée, ρ égale constante. Le centre O, le rayon R. Bon, même analyse. La distribution de charge possède la symétrie sphérique. Par conséquent, le champ, la norme du champ ne peut dépendre que de R. Par ailleurs, tous les plans qui contiennent O et un point M quelconque sont des plans de symétrie, donc E appartient à ces plans de symétrie, donc E est radial, par conséquent E au point M est égal à une norme qui peut dépendre de R et la direction UR. Ceci étant posé, alors on va choisir une surface de Gauss astucieuse qui nous permet d'exploiter cette symétrie, c'est-à-dire qu'on va prendre une surface de Gauss où R égale constante, c'est-à-dire une sphère de centre O et de rayon petit r. Alors la somme double de E scalaire ds sur cette surface est égale à la charge intérieure à cette surface divisée par epsilon 0. La charge intérieure en question, ça va être la somme triple sur la sphère de ρ des taux sur epsilon 0. Et comme ρ est constante, par hypothèse, mais on pourrait faire dépendre ρ de R. Alors, si ρ dépend aussi de θ et de φ, alors c'est plus une symétrie sphérique et on ne peut plus utiliser le théorème de Gauss de façon aussi simple, puisque ce n'est plus vrai que le champ va être radial, ce n'est plus vrai que on ne va plus pouvoir faire sortir E de l'intégrale. Bref, mais tant qu'il y a la symétrie sphérique, ce ρ-là pourrait dépendre de R, et juste de R. Ok, et donc, du coup, ça fait E de R multiplié par 4πr2, pour la même astuce que tout à l'heure, enfin le même calcul que tout à l'heure. Et ça doit être égal à ρ fois l'intégrale du volume sur la sphère, c'est-à-dire 4/3 de pi r cube. Alors ça, c'est, on va dire, pour R plus petit que grand R, on a ça, sur epsilon 0. Et donc ça fait E de R égale, alors divisé par 4πr carré, donc ça fait ρ R ρ R sur 3 epsilon 0 UR, c'est ça? Voilà le champ. Dans le 4/3, c'est le grand R. Non, pour petit r plus petit que grand R. D'accord. Je somme uniquement la charge qui est à l'intérieur de la sphère. Donc pour petit r plus petit que grand R, ρ est constant à l'intérieur de la sphère, je le sors et il me reste 4/3 de pi r cube. Maintenant pour R plus grand que grand R, alors eh bien j'ai cette fois E de R fois 4πr2, ça c'est l'intégrale de E sur la sphère, la partie gauche du théorème de Gauss, qui est égale à, alors la charge intérieure, cette fois c'est la charge totale, mais intégrée, donc c'est ρ intégré sur uniquement le volume
Donc là, c'est 4 tiers de pi grand R cube. Au-delà, il n'y a plus de charge. Sur epsilon 0, fois ρ quand même. Voilà. Et ça nous donne E de R égale... Alors ça, c'est grand Q, ça. Hein. Ça, c'est la charge totale. 4 tiers de pi R cube fois ρ. C'est la charge totale dans la sphère. Et donc, je peux réécrire Q sur 4 pi epsilon 0 R2. Je retrouve R. Je retrouve que le champ créé à l'extérieur de la sphère, c'est le même que si toute la charge était au point O. De nouveau, c'est l'équivalent en gravitation du fait qu'on ne ressent que la masse de la Terre placée en son centre. Et par contre, donc, dans la sphère, alors, on a maintenant quelque chose qui croît linéairement. Je peux l'écrire. Enfin, je peux représenter le module. E est toujours suivant UR, donc je représente simplement son module ici. E de R en fonction de R. Et donc, il y a quelque chose qui croît linéairement pour R plus petit que grand R. Et ensuite qui décroît en 1 sur R. Et ici, le champ en grand R, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R2. Et là, alors oui, j'ai supposé que c'était vrai sans vous le montrer. Regardons ce qui se passe en grand R. En grand R, on a ici ρ grand R sur 3 epsilon 0. Et là, on a aussi ρ... oui, si on divise tout ça par 4 pi R2, on a aussi ρ grand R sur 3 epsilon 0. Donc c'est continu. Donc cette fois, le champ E est continu. C'est normal, puisqu'on n'a pas... Il n'y a plus de discontinuité. Enfin, si, il y a une discontinuité, oui, ça passe de ρ à 0, mais ce n'est pas une surface chargée, il y a une charge en volume, et donc le champ E, là, il continue. Et le champ, il décroît en 1 sur R2. Oui, merci, c'est le champ, vous avez raison, c'est en 1 sur R2. Oui, tout à l'heure, j'ai représenté le potentiel qui était en 1 sur R, là, c'est le champ, merci. Le champ est en 1 sur R2, donc ça croît linéairement et ça décroît en 1 sur R2. Yes? C'est facile. Alors, what time? Il est 15h15. Donc on a 3 quarts d'heure. Alors, j'aimerais bien faire... Oh là là. Oh là là. Bon, on va faire le solénoïde. On va appliquer le théorème d'Ampère au moins au solénoïde infini. Je pense que vous connaissez tous le résultat. Le champ B est créé par un solénoïde infini. Non? Non? Ouais. Alors, bon, on va le faire. Allez, c'est parti. Ah, on va retrouver... Ouais, on va voir. Juste très rapidement, donc application du théorème d'Ampère. Donc on vient d'appliquer le théorème de Gauss là un petit peu. Je vous fais remarquer que vous pouvez retrouver rapidement le champ créé par un plan infini, uniformément chargé, le premier par lequel on avait commencé. Vous pouvez retrouver ce champ-là avec le théorème de Gauss. Et là, ça tombe en 15 secondes, plutôt que de faire l'intégrale qu'on avait faite en passant par θ, intégrant de moins l'infini de 0 à pi sur 2. Vous voulez qu'on le fasse ou vous le ferez à titre... C'est bon, hein, sinon on va perdre un peu de temps. Essayez de le faire. Retrouvez le champ créé par un plan uniformément chargé par le théorème de Gauss. Alors, théorème d'Ampère. Donc je vous rappelle, la circulation de B le long d'une courbe orientée, c'est mu0i, où I est le courant qui traverse une surface qui s'appuie sur la courbe orientée en conformité avec elle. Monsieur, Oui? juste pour le plan... Ouais. Pour
pour le champ E, quand on veut faire les symétries, Oui. du coup, il faut voir qu'en fait, il y a des symétries comme ça et comme ça, et du coup, c'est l'intersection. Comme ça et comme ça, voilà. Et du coup, on est dans la Et du coup, on est bien perpendiculaire. Ok. Et ensuite, vous prenez une surface, par exemple celle-ci, et puis celle qui est symétrique. Comme par ailleurs, il y a une symétrie, le plan lui-même est une symétrie de la distribution de charge. Donc si vous avez un champ comme E ici, vous avez le champ moins E, c'est-à-dire son propre symétrique, en dessous. Et donc vous appliquez le théorème de Gauss à un cylindre comme ça, qui est à une hauteur h en haut et h en bas, donc hauteur 2h. Et vous avez le flux à travers la surface latérale qui vaut 0, puisque scalaire ds, ça fait 0. Donc vous avez le flux qui sort là, qui vaut cette surface-là, fois E à cette hauteur-là. Le flux qui sort là, bah, c'est pareil, c'est S fois E de H, puisque E est dans l'autre sens, mais S aussi. Et donc, le flux sortant, c'est 2S fois ça. Et la charge à l'intérieur, c'est quoi? C'est sigma fois le même S. Et ça y est. Vous avez 2E fois S qui vaut sigma fois S, donc E qui vaut sigma sur 2. OK? Donc, ça vient très facilement en exploitant les symétries. OK? Et du coup, on ne voit pas le changement de signe. Ah si, vous l'avez pris en compte en disant que le champ sortant ici, c'est à nouveau S fois E. Le champ sortant d'ici et de là, c'est le même. OK? Ça fait partie de l'étude des symétries, le changement de signe. OK, théorème d'Ampère, donc on associe. Alors on va commencer par retrouver parce que ça c'est un exercice classique, retrouver le champ créé par un fil infini, parcouru par un courant I. Alors on l'avait fait explicitement avec Biot et Savart en sauvant les contributions de chaque petit dl. Une fois qu'on connaît le théorème d'Ampère, ça devient totalement trivial. Quel est le champ B en un point M quelque part dans l'espace? Alors là, avec le champ B, c'est très agréable de trouver des plans de symétrie parce que B est un pseudo-vecteur. B est orthogonal au plan de symétrie. Alors, qu'est-ce que vous avez comme plan de symétrie qui passe par M? Simplement, le plan qui contient le fil et qui passe par M. Ça, c'est un plan de symétrie pour la distribution de courant. Et donc, B est orthogonal au plan de symétrie. Toujours, hein, puisque c'est un pseudo-vecteur. Et donc, si vous prenez comme plan de symétrie le fil et le point M, d'accord, B est orthogonal à ce plan, et donc B est suivant Uθ. Et de quoi peut-il dépendre? Sûrement pas de θ, parce qu'il y a une symétrie de révolution. Sûrement pas de Z, puisque le fil est infini, donc il y a une symétrie de translation suivant Z. Donc il ne peut dépendre que de R, la distance au fil. Donc les symétries vous permettent immédiatement d'écrire que B, ça va être quelque chose qui dépend de R et qui est orienté suivant Uθ. OK? Et une fois qu'on sait ça, eh bien on va appliquer le théorème d'Ampère en exploitant, ça c'est vrai tout le temps, on a le choix complet de la courbe sur laquelle on va calculer la circulation de B, mais on va prendre une qui exploite les symétries, c'est-à-dire, si possible, une pour laquelle R ne varie pas le long de la courbe. Et ça, c'est un cercle de rayon R centré sur le fil, l'axe le fil. Si on prend ça comme courbe, eh bien, B de R sera constant tout au long de la courbe. Et donc, on va faire ça. Alors ça, je l'appelle ça le cercle de centre O et de rayon petit r. Et donc, j'applique le théorème d'Ampère. Je vais avoir la somme, donc la circulation le long du cercle de centre O et de rayon petit r de B de R Uθ scalaire dl, le déplacement élémentaire le long du cercle, qui va être égal à μ0 fois I, le courant I qui traverse le cercle. Alors attention à l'orientation.
si j'oriente le cercle dans ce sens-là, par exemple, là, ça passe devant, puis là, ça passe derrière, ok. Donc, la surface, une surface qui s'appuie sur cette courbe, c'est par exemple simplement le disque. Mais orienté en conformité, ça veut dire que je l'oriente comme ça. Le ds sur la surface, il va être vers le haut. Par conséquent, si j'orientais I aussi vers le haut, le courant qui traverse dans le sens de la surface, hein, dans le sens de l'orientation de la surface, c'est bien grand I, et non pas moins I. Donc ça va être égal à mu0 fois grand I. Alors, dl, si je me déplace donc dans le sens de l'orientation de la courbe, bah, dl, c'est en fait dl uθ, ça. Si je me déplace le long du cercle, donc uθ scalaire uθ, ça fait 1. Donc j'ai somme de b de r dl. b de r, je le sors de l'intégrale puisque justement je suis sur une courbe où petit r est constant. Donc finalement, j'ai b de r fois la somme des dl le long du cercle sur le cercle fermé qui vaut mu0i. Et ça, bien évidemment, la somme des dl, c'est le périmètre du cercle, c'est-à-dire 2πr. D'où je retrouve que b de r, c'est mu0i sur 2πr, et donc vectoriellement, b, c'est mu0i sur 2πr uθ. Ben voilà, je retrouve le résultat en une ligne, là, pour le coup, le résultat qu'on avait obtenu en intégrant par Biot et Savart les contributions de tous les petits éléments, de longueur dl du fil. Donc c'est très puissant, bien sûr. C'est l'équivalent de Gauss pour le champ magnétique. C'est la même philosophie. Vous appliquez d'abord les symétries pour trouver les orientations, puis vous choisissez le contour qui va exploiter les symétries de façon à ce que le calcul de la circulation soit simple. Et à ce moment-là, vous dites cette circulation c'est mu0i, et pouf, vous avez le champ B. Alors évidemment, ça ne peut marcher que dans des situations où la distribution possède certaines symétries. Dans une distribution générale, le théorème reste vrai, mais vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Mais bon, dans les exercices de CAPES, ce sera toujours un peu académique, et donc on vous proposera des situations où c'est applicable. Sinon, en pratique, malheureusement, il y a rarement des situations vraiment symétriques, mais ça permet quand même de donner, de manière approchée, une idée du champ et de la manière dont il dépend des grandeurs pertinentes dans la distribution de courant. Alors vous voyez que si j'avais orienté I dans l'autre sens, eh bien je mettrais ici moins I, hein, parce que le courant, d'accord, si ce que j'appelle I, c'est le courant qui va dans ce sens-là dans le fil, alors le courant qui traverse la surface orientée comme ça, c'est moins I. Mais comme on choisit un des deux, on peut faire en sorte qu'il y ait comme ça. Oui, vous avez le choix de l'orientation ici, donc voilà, vous pouvez très bien orienter votre courbe de façon à ce que ce soit plus I et pas moins I. OK? Alors, deuxième application, le solénoïde infini. Je vous rappelle ce que c'est qu'un solénoïde, hein, c'est une bobine, donc c'est un fil enroulé sur lui-même, enfin, enroulé non pas sur lui-même, mais en bobine, en hélice, avec un certain pas. Alors, en général, on donne le nombre de spires par unité de longueur. Alors, je vais prendre infini pour simplifier les calculs. J'aurais aimé pouvoir vous calculer au moins sur l'axe le champ créé par une spire par Biot et Savart, mais je crois qu'on n'a vraiment pas le temps de faire ça. J'essaierai de regarder ça par vous-même, ou si on a le temps, à un moment, on pourra le faire. Mais je vais commencer donc là directement par le solénoïde infini. Donc, un cylindre
en fait infini, ou disons très long, ça revient au même. Et l'idée, c'est que vous enroulez un fil électrique autour, voilà. Alors, dans un certain sens, l'enroulement, je l'ai pris comme ça, ok, vous voyez l'idée. Vous avez un enroulement, et on va dire qu'il y a sur une longueur L, il y a n spires. Et puis on va faire tendre L vers l'infini, du coup le nombre de spires tend vers l'infini, mais ce qui compte c'est, on va appeler petit n, le nombre de spires par unité de longueur. Ok ? Voilà l'axe, on appelle U delta, l'axe delta du solénoïde. Et je me pose la question, que vaut le champ B? Donc il y a une distribution de courant. Hein. Oui, je ne l'ai pas dit, je fais passer un courant I dans le fil électrique. Donc c'est le même courant I partout, hein, c'est le même fil entouré qui s'entoure, donc il vient tourner autour du solénoïde n fois, enfin, un grand nombre de fois. Il y a le même courant I à chaque fois qui passe dans chaque branche. Et donc j'ai une distribution de courant, ça crée un champ B. Que vaut le champ B partout dans l'espace? Alors ouais, il va être comme ça. Mais que vaut-il ici? Que vaut-il là? Que vaut-il sur l'axe? Que vaut-il voilà, que vaut-il partout? Alors, c'est bien de savoir le résultat. Il faudra que vous le sachiez le résultat. Si vous ne le saviez plus, on va le revoir et vous vous en souviendrez au moins jusqu'au concours. C'est une fois le champ créé par impulsion. Oui, sauf que le champ créé par une spire, d'ailleurs, oui, ça c'est intéressant, il faudra qu'on y vienne. Ça, c'est équivalent à un moment magnétique. Donc une spire comme ça crée un champ dipolaire. On fera les moments magnétiques après. Ça crée un champ comme ceci, à travers l'espace. Un champ comme ça, et puis qui revient par là. Hein, si I, voilà. Une spire, en fait, c'est un dipôle. C'est un petit aimant, une spire. Équivalent. Un moment magnétique M, ici, qui s'écrit IS. Je l'écris comme ça, au moins, vous l'aurez vu. Enfin, on le reverra, mais petit à petit, ça va vous imprégner. Le moment magnétique associé à une spire de surface S et dans laquelle passe un courant I, c'est IS. Ça, c'est un petit aimant de moment magnétique IS. Donc, une spire, ça crée une distribution compliquée. Mais là, vous avez cette spire, puis vous faites la même à côté et la même à côté. Et évidemment, le champ créé par la somme de ces spires, c'est la somme du champ créé par chacune des spires individuellement, mais décalé. Et quand vous faites cette somme-là, ça donne quelque chose. Alors, il se trouve que c'est beaucoup plus simple de calculer directement par le théorème d'Ampère le champ créé par toutes les spires que de calculer pour une spire et puis après de faire la somme en les décalant. Ça, c'est l'enfer. Parce que, en fait, le calcul du champ en chaque point de l'espace créé par une spire, c'est assez facile à faire quand on s'intéresse au champ loin de la spire. Mais au voisinage de la spire, c'est pas analytique. Enfin, il suffit d'écrire Biot-Savart, on peut le résoudre, mais sauf que c'est pas analytique, donc c'est un peu embêtant. Enfin, loin de la spire, oui. Bref, tout ça pour dire qu'on ne va pas chercher à créer ça. Ce qu'on peut calculer assez facilement avec Biot-Savart, c'est ce que j'aurais aimé pouvoir faire, mais je ne vais pas avoir le temps, c'est le champ créé par une spire sur l'axe, sur son axe. Ça se calcule analytiquement. Il y a un sinuscule de l'angle qui apparaît, mais bon, ça se fait, c'est assez classique. On ne va pas le faire. Mais par contre, le cas du solénoïde infini est très facile à faire en utilisant les symétries et le théorème d'Ampère. Donc il n'y a pas besoin d'appliquer Biot-Savart. Alors, les symétries, qu'est-ce qu'on peut dire déjà ? Je prends un point quelque part dans l'espace, là ou dedans.
on aime bien trouver les plans. Alors il y a des plans de symétrie, les plans d'antisymétrie. B va être dans le plan d'antisymétrie et orthogonal au plan de symétrie. Alors est-ce que vous pouvez trouver un plan de symétrie? Ou d'antisymétrie au choix? Voilà le plan qui coupe perpendiculairement à l'axe, qui coupe le solénoïde perpendiculairement à son axe. Ça, c'est un plan de symétrie. D'accord? Le courant de chaque côté, là, enfin, c'est le même, puis comme il est infini. Alors, là, d'ailleurs, on voit très bien ce que veut dire être infini. Ce qu'il faut, c'est être à peu près au milieu, c'est-à-dire qu'il ne faut plus sentir les effets de bord. Il faut qu'on soit suffisamment loin pour que la contribution des trucs du bord, là, ça compte pour du beurre. Donc, solénoïde infini, on va le faire dans le cas infini parfait. En pratique, ce sera pratiquement la même chose si on a un solénoïde fini, physique, mais qui est suffisamment long. Long par rapport à son rayon, et si on n'est pas juste pile au bord. Ok, donc ça, c'est un plan de symétrie. Par conséquent, le champ B est orthogonal au plan de symétrie, c'est un pseudo-vecteur, donc B est dirigé suivant U delta. Alors c'est B de quelque chose, U delta. Alors de quoi? De quoi peut dépendre la norme du champ B? Pas de θ autour du fil, puisqu'il y a une symétrie de révolution. Pas de Z le long du fil dès lors qu'il est infini ou presque, donc uniquement de la distance au centre. Enfin, de la distance à l'axe, pardon. OK? Donc, B égale B de R U delta. Alors maintenant qu'on a ça, on va essayer de trouver des contours astucieux pour appliquer le théorème d'Ampère. Je vous rappelle le théorème d'Ampère. La circulation le long d'un certain contour, ça va être de B, donc scalaire dl, ça va être égal à mu0 fois I qui traverse la surface qui s'appuie sur le contour. Monsieur, Oui. le plan du tableau, c'est un plan d'antisymétrie ou pas? Le plan du tableau, c'est un plan d'antisymétrie, absolument. Parce que si on prend une spire, là, le courant s'en va, et là, au lieu de si c'était symétrie, il s'en irait par là, mais au contraire, c'est moins le symétrique, donc c'est tout à fait un plan d'antisymétrie, et on constate que B est bien dans le plan d'antisymétrie comme il se doit. Tout à fait. Bon, alors vous me suggérez quoi, là? Alors on va en prendre plusieurs, progressivement. Un cylindre qui passe par M. Alors un cylindre qui passe par... c'est pas un cylindre qu'on veut, c'est une courbe. Ah oui, donc on va faire un petit... Mais, ouais. Un cercle comme ça? Ouais. On fait une surface qui s'interpose. Donc là, on va sur une ligne, en dessous, au-dessus et dedans. Ouais. Alors voyons déjà ça. Voyons pourquoi on fait ça. C'est une bonne idée parce que l'idée c'était d'exploiter le fait que B de R ne dépend pas de... Enfin, que B de R est... Enfin, dépend pas... Enfin, que ça dépend que de R. Donc on se dit, tiens, on va prendre un circuit où R est constant. Écrivons le théorème d'Ampère pour le cercle ici de rayon R et de même axe que le solénoïde. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner somme sur le cercle en question de B de R U delta scalaire dl égale mu0 I qui traverse la surface sigma. Alors la surface sigma, c'est le disque, par exemple. Quel courant traverse le disque? On a des spires comme ça. Il n'y a pas de courant qui traverse le disque. Et en fait, ce solénoïde, c'est une série de fils... Enfin, c'est une série de cercles orthogonaux. Enfin, donc, ça ne traverse pas en vrai. Enfin, dans la modélisation... donc, enfin, c'est à supposer que ça est très grand, c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne traverse pas. C'est comme si vous aviez que des spires parallèles. Alors, c'est une approximation. En vrai, oui, il y en a forcément un qui
traverse, mais enfin, entre le fil tout droit et la limite où ils sont tous, enfin, l'enroulement est complètement orthogonal, il y a forcément une transition, mais là l'idée c'est qu'on a des spires très très jointives. Donc ceci vaut 0. Oui, mais ça, bah, du coup ça vaut 0. Bah oui, mais ça vaut 0 de façon triviale, parce que on a le champ B qui est orthogonal à ça. Donc si on fait ça, scalaire dl, si on prend un petit déplacement qui est dans le plan orthogonal à l'axe, bah ça vaut 0, parce que U delta scalaire dl, ça vaut 0. Du coup, 0 égale 0. C'est pas faux. De toute façon, le théorème d'Ampère, il peut pas être faux. Juste là, il nous apprend rien, en l'occurrence. Donc c'est pas une bonne courbe d'Ampère pour appliquer le théorème. Enfin, vous avez compris, ça s'applique, mais juste ça nous apprend rien. Donc effectivement, ce que vous proposez est plus astucieux en l'occurrence. Ce qu'on veut pour pas avoir 0 ici, c'est qu'on ne veut pas se déplacer. On ne veut pas se déplacer de manière orthogonale U delta, sinon on va obtenir 0, et puis à la fin on aura 0 égale 0, et puis so what. Donc au contraire, on veut se déplacer le long du champ, pour pouvoir le compter. D'accord ? Donc se déplacer le long du champ, ça veut dire se déplacer... Alors je vais effacer du coup le plan là. Se déplacer le long du champ, ce serait ça là, voilà. Pendant... Alors, sauf que ça fait donc pendant une certaine longueur, là, je sais pas, longueur petit l, ou une unité, enfin, voilà, bon, appelons-la petit d, on verra. Par contre, il faut un circuit fermé, donc il faut revenir. Alors, par où? Vous voulez revenir par où? Ou comme vous voulez, il faudra le faire plusieurs fois. Par en bas? Quelque chose comme ça? Là, on se déplace perpendiculairement au champ, donc là, ça va faire 0, mais là, ça va faire plus, puis là, ça va faire moins. Enfin, ça va être intéressant. Donc, appliquons le théorème d'Ampère à ce contour-là. Hein, ce contour ABCD, là. De largeur D et de hauteur H. Et on démarre au rayon petit r. Donc R puis R plus H. Ok ? Alors allons-y. Que nous dit le théorème d'Ampère? Il nous dit que la somme de A à B, de B de R, U delta scalaire dl U delta, plus somme de B à C, de B de R, U delta scalaire dl UR, hein, ici on est à UR, de B à C, le déplacement, plus somme de C à D, de B de R, U delta, ça c'est le champ B, scalaire le déplacement. Alors là, le déplacement, ça va être moins dl U delta, parce que là on revient, d'accord, on va dans le sens opposé, plus la somme de D à A, de B de R U delta, scalaire dl, scalaire moins dl UR, cette fois, on revient, le déplacement est suivant moins UR, on remonte vers l'axe. Donc ça, c'est la circulation de B, et tout ça, ça doit être égal à mu0 fois le courant qui traverse. Bah, il n'y a pas de courant qui traverse ça, donc égal 0. Ok? Alors maintenant, cette partie-là, ça vaut clairement 0. U delta scalaire UR, ça fait 0. C'était notre problème de tout à l'heure, justement. Idem ici. U delta scalaire moins UR, ça fait 0. Là, par contre, je suis à R constant sur cette partie-là. De A à B, je suis à R constant. Donc, je peux sortir B de R. Donc, je vais avoir B de R. En l'occurrence, il vaut petit r, là. Ce R-là. Ça devrait être des R'. On se comprend, j'espère. Donc, B de R fois la somme. Donc, U delta scalaire delta, ça fait 1. Donc, la somme de DL de A à B, bah, c'est la distance petit d. Donc j'ai B de R fois D, plus 0 ici. Et donc là, j'ai moins B de R plus H
fois dl de C à D, à nouveau ça fait petit d, égale 0. Et par conséquent, B de R égale B de R plus H. Quel que soit R, plus grand que grand R, et quel que soit H. Donc, le champ à l'extérieur du solénoïde est le même partout. Waouh! Ben maintenant, il suffit de réaliser qu'à l'infini, il ne peut pas valoir autre chose que 0. Hein. Et donc, en fait, il vaut partout pareil, il vaut partout 0. À l'extérieur du solénoïde, le champ B est nul. Ça, c'est égal à B de R plus... enfin, c'est égal à la limite, quand R tend vers l'infini, de B de R, c'est-à-dire 0. Ça ne dépend pas de la position, donc c'est pareil qu'à l'infini. Et à l'infini, c'est 0. C'est 0 parce que le champ décroît, le champ créé par le courant décroît en 1 sur R2. Et là, alors certes, on a un fil infini, mais il est infini à une dimension. Donc, au pire, ça va être proportionnel à la longueur directe, mais inversement proportionnel à la distance au carré où on se trouve. Donc, ça tend bien vers 0. Parce que vous pourriez vous dire, mais attendez, on avait vu le plan uniformément chargé, on a vu que c'était indépendant effectivement de la hauteur au-dessus du plan, mais ça ne tend pas vers l'infini, vers 0 à l'infini. Ça fait sigma sur epsilon 0. Oui, mais parce qu'on décroît en 1 sur R2, mais la dimension de divergence de la charge, elle est en R2 aussi, enfin elle est au carré, parce que c'est un plan. Mais là, c'est une ligne. Enfin, si vous voulez, il y a un tube, mais il y a une dimension qui diverge. Donc, c'est pas pareil. Donc, B tend vers 0, et B, par ailleurs, ne dépend pas de la position. Donc, B égale 0 partout à l'extérieur du solénoïde. Bon, ben maintenant qu'on sait ça, on peut chercher le champ à l'intérieur. Alors, que vaut le champ à l'intérieur? Il faut trouver un autre contour qui passe par un point de l'intérieur. Hein. Donc, je vais mettre mon nouveau A ici. Pareil, je vais essayer de me déplacer le long du champ, tant qu'à faire. Et puis voilà, j'ai qu'à reboucler par l'extérieur. Donc j'ai un nouveau ABCD ici, là, et je vais appliquer le théorème d'Ampère à ce nouveau contour. Alors j'ai quasiment rien à changer là. J'ai toujours ça, plus ça, plus ça, plus ça. Sauf que maintenant, ça vaut mu0 fois le i qui traverse. Et là, c'est plus 0 maintenant. Alors, quel est le i qui traverse? J'ai toujours d, la distance, la longueur. Là. N fois d. Petit n fois d. Ouais, d'accord. C'est le nombre de spires par unité de longueur. Et donc, fois la longueur, ça fera le nombre de spires. Et fois i, bien sûr. Chaque spire fait passer i. Alors, dans quel sens? Ah, dans quel sens? Faisons attention. Là, je l'ai implicitement orienté comme ça. Donc, ça tourne comme ça. C'est-à-dire que la surface, elle est orientée vers l'arrière. Hein, le ds. Et effectivement, le fil traverse dans le sens de l'orientation de la surface, donc il doit être compté positivement. Donc c'est bien plus qu'il faut mettre ici. Si on enroule le fil dans l'autre sens, bah, ce sera moins, qu'à cela ne tienne. Ok? Bon, bah, de la même façon, ça fait 0, ça fait 0, ça c'est pareil, ça va nous faire du B de là où on se trouve R fois D. Et puis, au retour, là, bah, on sait que B vaut 0, donc c'est juste ça, égale mu0 n di. On peut simplifier par d pour obtenir finalement le champ B. Alors, je remets les vecteurs. Le champ B à l'intérieur du solénoïde. Vous voyez que ça, en fait, ça ne dépend pas de R.
et ça vaut mu0 n i u delta. Voilà le champ B. Dans le solénoïde, il est aligné, enfin il est dans la direction dans la direction de l'axe du solénoïde, et il ne dépend pas de la position. C'est-à-dire qu'on soit juste en dessous, juste à l'intérieur là, ou bien sur l'axe, c'est exactement pareil, dès lors que le solénoïde est infini. Donc là, en fait, les lignes de champ ne se referment pas. Alors les lignes de champ, elles ne se referment pas parce qu'en fait, elles sortent. Les lignes de champ, en fait, elles sont parallèles ici, hein, puisque le champ est. Donc, les lignes de... Alors, en vrai, il y a un bord et elles finissent par revenir. Mais plus c'est long, plus elles reviennent loin, atténuées. Et dans la limite où c'est infini, bah, du coup, elles ne peuvent pas revenir et le champ vaut 0 à l'extérieur. C'est évidemment une approximation, mais c'est pas loin d'être vrai. Donc, si on recompare avec une spire, hein, où ça faisait, bon, il y a cette ligne-là qui se referme pas, enfin qui se referme via l'infini, ok, juste celle de l'axe. Sinon, ça fait des choses comme ça, d'accord. Enfin bon, ça fait le champ dipolaire. Et plus on élargit le solénoïde, plus ça va canaliser à l'intérieur des lignes de champ qui vont revenir comme ça, de plus en plus faibles, et puis à la fin, ça fait un truc. Moi, j'ai une question, j'ai jamais compris la différence entre donc solénoïde et bobine de Helmholtz. Ah non, les bobines de Helmholtz, vous avez juste une bobine là et une bobine là, et vous avez le champ créé. Vous avez le champ créé par cette bobine plus le. Enfin, alors il peut y avoir plusieurs tours, mais en tout cas c'est juste une spire. Enfin, ça peut être n spires, mais au même endroit, puis rien, et puis une autre spire. Et là, vous pouvez montrer que dans une configuration spécifique, c'est ça qui avait intéressé Helmholtz, si vous mettez en fait une distance ici qui est égale au rayon ou au diamètre, il faut le calculer, peut-être bien au diamètre, alors vous avez un champ ici qui est au voisinage, enfin qui est quasi uniforme, qui est aussi orienté comme dans le solénoïde. Qui est orienté, ouais, parce que oui, c'est ça. Vous avez quand même un champ qui, vu de loin, ça fait un gros dipôle, comme si, enfin, vu de loin, ça c'est qu'une seule spire, donc vu de loin, ça fait ça. Mais à l'intérieur, là, ça permet d'avoir un truc qui est quand même quasiment uniforme, sans avoir à mettre plein de spires. D'accord. Mais ce n'est qu'approché ici. Mais enfin, il y a une configuration particulière qui donne un champ quasi uniforme dans une région de l'espace assez grande. Parce qu'il y a des termes, en fait, il y a les termes, je crois, jusqu'à l'ordre 4 qui s'annulent, en fait, la dérivée première, seconde. Et donc, c'est quasi uniforme à peu de frais, en quelque sorte. Ça permet différentes choses. Donc, Helmholtz avait repéré cette configuration. Ça se calcule, c'est aussi un exercice classique de regarder au voisinage, en faire des développements limités, regarder au voisinage du centre, que le champ est bien uniforme, enfin, relativement uniforme. Donc ça, il faut retenir, hein, mu0 ni, où n est c'est grand N sur grand N, hein. C'est le nombre de spires par unité de longueur. Vous voyez bien dans tous les cas que B, ça a pour dimension mu0i sur une longueur. Le champ B créé par un fil, vous vous rappelez, c'était mu0i sur 2πr, uθ, là, en l'occurrence, pour le fil infini. Et là, c'est mu0 ni, mais ici, il y a du 1 sur r. Enfin, c'est un nombre divisé par une longueur. Donc, la dimension, c'est mu0i sur une longueur. Oui, ça se mesure en Tesla. Je n'ai pas rappelé tout ça, les unités, vous connaissez ça. Hein. Sachant qu'un Tesla, c'est énorme. C'est un champ très fort, un Tesla. Et ressenti par la Terre, c'est 10 moins 5. Oui, le champ, si vous mesurez le champ de la Terre, c'est 2, 10 moins 5. Alors, bon, ça dépend de quelle composante, parce que c'est pas parallèle. Enfin, grosso modo, le champ magnétique de la Terre, c'est un peu un dipôle comme ça. Et l'axe magnétique est quasiment aligné sur l'axe d'épaule, mais pas tout à fait. Et ça s'est retourné plusieurs fois, ça varie en fonction dans les âges géologiques. Hein. Donc en ce moment, il se trouve que le pôle nord magnétique, qui est en fait le pôle sud magnétique, soit dit en passant, parce que l'aiguille, le pôle nord de l'aiguille aimantée pointe vers le pôle sud, en fait. Donc le pôle nord magnétique, en fait, c'est le pôle sud magnétique. Donc c'est quasiment orienté, enfin c'est quasiment le pôle nord mécanique de la rotation de la Terre.
Ok, what time is it? 53. Quelle souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire qui ne va pas prendre trop de temps? Non, commencer les dipôles, c'est un peu idiot. Vous avez des questions? Non? Le dipôle électrique, c'est à redémontrer les formules, c'est à redémontrer, faut savoir les redémontrer ou pas? Non, pas si on veut. Si on veut le faire redémontrer, on vous guidera. Mais il faut quand même vraiment avoir compris d'où ça sort. Il faut connaître la formule aussi des actions sur le dipôle. Un dipôle dans un champ. Alors il y a l'analogie électrique magnétique qui simplifie les choses. Peut-être je vais juste dire un mot, on a 7 minutes. Je vais anticiper un peu. Et les équations de Maxwell, il faut savoir leur démonstration. Non. Disons, le passage de l'équation intégrale à l'équation locale, oui, ça c'est... Donc si c'est ça que vous appelez démontrer, oui. Mais ceci dit, les équations de Maxwell, stricto sensu, ne se démontrent pas. On constate que dans la nature, il y a un champ E et un champ B qui vérifient ces équations-là, qui se traduisent donc globalement par le théorème de Gauss, le théorème d'Ampère, la conservation du flux magnétique et puis le fait que la circulation de E est nulle, et localement par div de E égale ρ sur epsilon 0, div de B égale 0, ρ de B, etc. Alors, on va anticiper un tout petit peu. Ah oui, tiens, on va parler des conducteurs. Voilà, c'est une bonne façon d'anticiper sans ouvrir un chapitre qui serait trop long. Un conducteur de l'électricité que je vais supposer parfait, enfin, un conducteur. Un conducteur, typiquement un bloc de métal, ou un fil de cuivre, ou un conducteur. Alors on va considérer les conducteurs à l'équilibre. Alors je voudrais vous montrer plusieurs choses. Je voudrais vous montrer que V égale constante, le potentiel électrostatique est constant en tout le conducteur, que E égale 0 à l'intérieur, que ρ égale 0 à l'intérieur, que du coup, les charges sont réparties en surface, c'est-à-dire avec une densité surfacique de charge, et que V est proportionnel à la charge, ou que la charge est proportionnelle à V, le potentiel. Alors, je pense qu'on va pouvoir faire ça. Tout ça se tient, hein, et tout ça résulte du fait donc de l'hypothèse qu'on a un conducteur à l'équilibre. Donc, conducteur, c'est-à-dire qu'il y a des charges qui sont libres de se déplacer, comme dans un métal. C'est-à-dire que si vous mettez un champ électrique, eh bien du coup, alors si E, différent de 0, alors des charges libres. Alors s'il n'y a pas de charge libre, ça ne s'applique pas, mais c'est pour ça qu'on est un conducteur, donc il y a des charges libres. Si E n'est pas nul, alors les charges libres subissent une force F égale QE, là, où E est la valeur du champ, là où sont les charges. F égale QE. Par conséquent, on n'est pas à l'équilibre. On n'est pas à l'équilibre parce que y a une force qui s'applique sur les charges. Donc, si on veut être à l'équilibre,
eh bien E doit être nul dans le conducteur. D'accord ? Si E est nul dans le conducteur, eh bien, il n'y a pas de charge dans la masse du conducteur. Pourquoi ? Voilà, alors il y a deux façons de le voir, mais qui sont équivalentes, simplement parce qu'effectivement, on a vu la relation de Maxwell, diff de E, 0 sur epsilon 0. Si E est nul, diff de E est nul, a fortiori, et donc ρ égale 0. Donc dans un conducteur à l'équilibre, s'il y a des charges, il peut toujours y avoir des charges, hein, c'est un conducteur, si je lui mets des charges dessus, il va avoir des charges, mais elles ne pourront pas être dans le volume, parce que si elles étaient dans le volume, il y aurait un champ non nul. Une autre façon de le voir, mais qui est équivalente, on a déjà vu pourquoi c'était équivalent d'ailleurs, c'est que je prends un petit contour de Gauss ici, une petite surface à l'intérieur du surface sigma fermée à l'intérieur du conducteur. Alors le théorème de Gauss me dit que le flux sortant E scalaire ds de la surface sigma, c'est égal à la charge intérieure à la surface, dans le volume enserré par la surface, divisé par epsilon 0. Si E vaut 0 partout, parce que si E ne valait pas 0, il y aurait une force, on ne serait pas à l'équilibre. Si E vaut 0, alors évidemment l'intégrale de E vaut 0, et donc Q intérieur vaut 0, et ceci est vrai quelle que soit la surface sigma. Donc il y a des charges absolument nulle part dans le volume du conducteur. Donc s'il y a des charges, elles sont à la surface, parce qu'elles ne peuvent pas être dans le volume. Donc ben voilà, ça y est, on a montré ça. Alors il nous reste à montrer que V égale constante partout sur le conducteur. Bah, simplement que oui, E c'est moins le gradient de V. Si E vaut 0 partout, V est constant. Ou si vous voulez, si vous aviez une différence de potentiel entre un point et un autre, alors vous pourriez suivre une ligne menant d'un point A à un point B. Je peux l'écrire comme ça. Vous avez, disons, VB moins VA, c'est somme de A à B de dV, jusque-là ça va. Mais dV, par définition, du gradient, c'est grade de V scalaire dr, le déplacement, le long de n'importe quelle trajectoire. Ça ne dépend pas de la trajectoire, hein, puisque justement... enfin, c'est dV, donc c'est juste l'arrivée moins le départ. Et grade de V, c'est moins E. Donc c'est moins somme de E scalaire dr dans le long de la courbe qui va de A à B, quelle que soit la courbe en question. Ça dépend, encore une fois, ça ne dépend pas de la courbe choisie. Mais si E vaut 0 partout dans le conducteur, donc vous me direz, on pourrait prendre un chemin qui va de A à B en restant à l'extérieur. Oui, mais on peut aussi passer par l'intérieur. Et comme ceci est vrai, quel que soit le chemin, bah, je prends un chemin qui passe par l'intérieur, et là, E va être nul du début à la fin. Donc tout ça, ça fait 0, par conséquent, VA égale VB. Bref, tous les points du conducteur sont au même potentiel. Donc un conducteur à l'équilibre est une équipotentielle, dans sa masse, globalement. V, tous les points du conducteur sont au même potentiel. Ça, c'est quelque chose d'important. Du coup, d'ailleurs, c'est intéressant, ça. Ça, c'est moins intéressant. Non, mais 2 secondes. Non, on a commencé tard, en plus. Ah oui.
Donc, que vaut le champ à l'extérieur du conducteur, juste au voisinage du conducteur? Eh oui, on a vu qu'il y avait une discontinuité entre l'extérieur et l'intérieur qui est sigma sur epsilon 0 fois la normale. Vu que vos zéros à l'intérieur, le champ juste à l'extérieur, bah c'est sigma sur epsilon 0 plus orthogonal, parce que dedans il y a 0. Toute la discontinuité, c'est en fait le champ extérieur. Bon, ça aurait été bien de dire d'autres choses, mais on va... Là, en fait, vous voulez mentionner l'effet de boucle. Là, c'est l'effet de boucle ou... Non. Parce que là, c'est à l'équilibre. Pardon? Là, c'est à l'équilibre. Oui, c'est à l'équilibre. Oui, c'est à l'équilibre. Alors, par contre, V est constant. Ah oui, c'est peut-être ça que je voulais... Juste 2 secondes. Parce qu'on l'a calculé déjà pour une sphère uniformément chargée. Si c'est une sphère, on a vu, pour rappeler, on avait mis sigma et on avait obtenu V qui était égal à Q total sur 4pi epsilon 0 grand R, le rayon de la sphère. Vous vous rappelez? C'était V au centre et on a vu que V était constant. On le retrouve dans le cas d'un conducteur, V est constant. Donc voilà le lien entre Q et V. Vous voyez que c'est proportionnel, soit dit en passant. Ça dépend de la forme du conducteur, en l'occurrence ici, puisqu'on a une sphère, ça dépend juste de son rayon. Mais il y a un lien entre V et Q, c'est-à-dire si vous mettez 3 fois plus de charge, le potentiel sera 3 fois plus élevé. Si vous mettez moins la charge, le potentiel sera l'opposé, etc. Première remarque. Deuxième remarque, si je traduis ça en sigma, Q c'est sigma fois 4pi R2, n'est-ce pas? Donc ceci fait sigma R sur epsilon 0. OK? Donc, pour un même potentiel, si vous avez R grand, vous avez un petit sigma. Si vous avez R petit, vous avez un grand sigma. D'accord? Donc maintenant, si vous avez, imaginez que vous avez un conducteur comme ça. Je vais l'exagérer même. Je vais faire un conducteur comme ça. Voilà. Ce conducteur est à l'équilibre. Il est à un certain potentiel. Je viens de voir qu'il pouvait avoir qu'un seul potentiel. Donc c'est le même potentiel partout. Sauf que grosso modo, localement, le potentiel, c'est sigma R sur epsilon 0. Mais R, alors évidemment, là, ce n'est pas une sphère. Mais ce coin-là, c'est grosso modo une sphère de rayon ça. Et ce coin-là, c'est grosso modo une sphère de rayon tout petit. Donc ici, il va y avoir un sigma colossal, puisque sigma R est le même, V est le même partout. Donc ici, il y a un grand R, donc un petit sigma. Ici, il y a un petit R, donc un grand sigma. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir des pointes, puisqu'il y a ici un énorme sigma par rapport à ici. Si vous avez un énorme sigma, vous avez un énorme champ électrique. Là, vous avez un champ électrique colossal, en fait. Sur une pointe, c'est-à-dire un petit rayon de courbure, vous avez un très fort champ électrique, et c'est là que vous allez pouvoir... vous allez choper la foudre, par exemple, déjà. Et... on en parlera la prochaine fois. En tout cas, retenez bien ça. Un conducteur, c'est une équipotentielle, mais ça ne veut pas dire que les charges sont réparties de façon uniforme à la surface. En fait, vous voyez que les charges se concentrent là où il y a des petits rayons de courbure, et elles sont beaucoup moins présentes là où il y a des grands rayons de courbure. Donc le potentiel est le même partout, mais pas la distribution de charge, pas sigma. C'est bon? Allez, on s'arrête.